Salut salut, je reviens aujourd'hui pour faire le bilan du mois d'avril qui remplacera donc le livre et film de cette semaine. Du coup c'est pour ça que la vidéo arrive avec 2 jours de retard par rapport à d'habitude. Ce mois d'avril a été un peu inconstant, on va dire, un peu en demi-teinte parce que j'ai eu des belles lectures mais j'ai eu pas mal de déceptions pendant ce mois d'avril. Donc au niveau des livres et au niveau des films sinon ça va. Les films c'était surtout des revisionnages en fait, mais bon je vous en parle après. Donc on va commencer par les livres. Alors tout d'abord j'ai commencé le mois avec le livre que j'étais en train de terminer au cours du mois de mars, à savoir Roux de Maurice Genevoix, qui était une relecture d'un livre que j'avais lu il y a très longtemps, que j'ai bien aimé, même si j'ai mis longtemps à le lire. C'est un livre assez court mais le style est très descriptif, un petit peu ancien, assez soutenu. Et voilà, c'est pas une lecture très rapide. Mais cependant j'ai bien aimé notamment le réalisme de l'histoire puisque ce qui est pas mal dans ce livre là je trouve c'est que c'est une histoire d'animaux où le personnage principal est un chat mais c'est pas trop anthropomorphisé, c'est à dire que l'auteur a fait l'effort quand même de présenter un chat vraiment réaliste quoi, d'essayer vraiment de se mettre dans l'esprit de cet animal et de ne pas le faire réagir comme un homme, de ne pas lui donner des morales humaines, des valeurs humaines et de vraiment nous présenter un vrai chat quoi. Après il y a quand même quelques passages où c'est un peu anthropomorphisé. J'ai du mal à dire ce mot à chaque fois, faut que j'essaye de pas trop le dire. Bref, donc c'est pas hyper réaliste tout du long, mais c'est quand même soigné et c'est une lecture que j'ai bien appréciée. Qui est souvent conseillée pour la jeunesse, j'ai l'impression, mais c'est une lecture qui est un peu difficile, donc ouais, pour les enfants, je suis pas sûre que ça convienne totalement, mais bon, après voilà. Ensuite, j'avais essayé de lire Les animaux humains de Frank Hamel, qui est donc un essai sur le thème de la métamorphose, mais je l'ai très vite abandonné parce que en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas du tout ce que je recherchais. Moi, je recherchais un livre qui s'interroge sur le thème de l'animalité qu'il y a dans chaque être humain à travers donc le thème de la métamorphose. Et en fait, là, c'est pas vraiment une réflexion, j'ai l'impression, c'est plus un rassemblement de plein de rumeurs, de plein d'histoires. En fait, l'auteur a fait pas mal de recherches pour savoir quels étaient les différents mythes liés aux métamorphoses en animaux de par le monde et il a tout rassemblé là-dedans, mais enfin, de là où je m'en suis arrêtée en tout cas, ça veut rien dire ce que je dis, mais bon. Il n'y avait pas vraiment de réflexion, c'était juste une suite d'exemples voilà, sans plus, et donc du coup ça devenait rapidement très répétitif, assez lassant, et voilà, du coup je l'ai assez rapidement arrêté. Après j'ai lu... Oui, je souffle parce que des fois il y a des poussières qui viennent se mettre. Donc j'ai lu 1Q84 livre 1 de Haruki Murakami, qui, comme vous le savez si vous avez vu mes vidéos précédentes, a été une déception. Donc celui-là je l'ai terminé, je suis allée au bout, mais ouais, j'ai pas du tout accroché à ce roman, que je n'ai pas vraiment compris en fait, j'ai vraiment pas été réceptive en fait, ni au style de l'auteur, ni à l'histoire, ni au personnage. Donc du coup voilà, ça n'a pas été une très bonne expérience et je vous invite à voir mes précédents livres et films pour avoir mon avis plus détaillé sur cette lecture. Voilà. Ensuite, j'ai lu Shutter Island de Denis Lehan chez Rivage Noir, qui a été une bonne lecture, un thriller psychologique que j'ai bien aimé, qui pour moi a été un bon complément au film, puisque donc j'avais vu le film en premier. Le livre est plus profond, on découvre mieux les personnages, le dénouement est également un petit peu différent. Et c'est vraiment un bon thriller psychologique qui a tenu ses promesses, qui a bien exploré les différents thèmes liés à la folie, à la psychiatrie, etc. et qui instaure une ambiance, une atmosphère très réussie, très sombre, très pesante, mais en même temps pas trop parce que le style est agréable. Et ouais, ça a été une bonne lecture. Pas très rapide non plus, c'est pas un thriller très palpitant, mais c'est quand même un bon thriller quoi. Après j'ai lu Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. Donc celui-là je l'ai plus puisque je l'ai rendu à mes parents, donc je peux pas vous le montrer. Donc là, lors de ma dernière vidéo je vous annonçais que ce serait ma prochaine lecture. Donc je l'ai lu dans les jours qui ont suivi.
Et ça a été une bonne lecture ça aussi, j'ai bien aimé ce classique, je savais pas trop à quoi m'attendre en le commençant, donc il est très court, dans l'édition que j'avais il faisait 155 pages à peu près, et j'ai vraiment pris plaisir à découvrir cette histoire, c'était le premier livre que je lisais de Hemingway, et donc en fait ça nous raconte l'histoire d'un vieil homme qui s'appelle Santiago, qui vit à Cuba dans les années 50 vraisemblablement, je suis pas très sûre que c'est les années 50 mais bon. C'est ce que j'en ai déduit vu que le livre a été écrit dans les années 50, bref. Donc voilà, lui il mène, donc Santiago mène une existence très modeste dans une cabane de pêcheurs. Et il a un peu connu la gloire en son temps, il a été un grand pêcheur, il a pas mal voyagé sur de grands navires, etc. Mais avec la vieillesse, il est devenu très pauvre, très isolé. Il est apprécié dans le village où il vit, mais il n'a pas vraiment d'amis, si ce n'est un jeune garçon à qui il a appris à pêcher et qui lui est resté un peu fidèle. Et au moment où commence l'histoire, il a vraiment pas de chance, Santiago, parce que ça fait 84 jours qu'il part en mer tous les jours pour essayer de pêcher et qu'il n'arrive pas à ramener un seul poisson. Donc du coup il est un peu emmerdé quoi, donc il est obligé de compter sur l'aide de son ami, le jeune garçon, pour trouver de quoi manger quoi. Et donc il se décourage pas, et le 85e jour il retourne quand même en mer en se disant qu'il va bien finir par attraper quelque chose quand même. Et ce jour-là, il y a un énorme poisson qui va se prendre dans une de ses lignes, donc un espadon mais vraiment gigantesque, le plus grand qu'on ait jamais vu quoi. J'arrête pas de dire quoi, faut que j'arrête, bon. Voilà, et en fait tout le livre va raconter le combat entre Santiago et ce poisson qu'il va essayer de capturer et de tuer. Et voilà, c'est centré uniquement sur ça. Donc du coup, dit comme ça a pas l'air très très palpitant, parce qu'il y a vraiment que ça en fait dans l'histoire. On a la présentation des personnages au début, mais ensuite tout le roman c'est uniquement le combat entre Santiago et le poisson, et il y a un dénouement aussi à la fin, mais bon je vais pas vous le raconter. Donc voilà, et en plus il n'y a pas de chapitre, c'est-à-dire que tout le texte se déroule d'une traite, il n'y a vraiment aucune séparation, aucune interruption. Donc, au début quand j'ai vu ça je me suis dit oula, et en fait ça m'a pas gênée parce que j'ai trouvé que l'histoire était vraiment prenante, malgré le fait que finalement il n'y a pas tellement d'action, parce que mis à part le combat entre Santiago et le poisson, il se passe finalement pas grand chose. Et c'est un combat qui s'étend sur plusieurs jours, plusieurs nuits, il y a beaucoup de périodes où c'est plutôt de l'attente, où voilà, c'est vraiment pas un jeu, mais enfin c'est vraiment basé sur la patience quoi, c'est de la pêche quoi en gros. Mais moi ça m'a quand même intéressée parce que je trouve qu'on est très proche du personnage de Santiago déjà, qui est assez attachant. On vit vraiment avec lui toutes les émotions qu'il éprouve, et il y a pas mal d'émotions justement dans ce livre, parce que même si le combat dure très longtemps et que parfois il y a des phases où il se passe plus grand chose, c'est quand même assez intense. On ressent vraiment tout le courage, la persévérance, l'endurance dont doit faire preuve Santiago, et le poisson aussi d'ailleurs, puisque Santiago accorde beaucoup d'importance à son adversaire en fait. C'est un homme qui aime profondément la nature, et même s'il est bien déterminé à tuer son adversaire, en même temps il ressent du respect pour lui. Donc voilà, c'est un homme très humble, très simple, et pas du tout dans l'optique de vouloir tout dominer autour de lui quoi. Et en fait toute la force du livre, je trouve, ça réside dans ce paradoxe en fait. C'est à chaque fois entre amour et cruauté en fait. Donc l'océan qui peut aussi bien être nourricier que mortel, l'homme qui est déterminé à tuer le poisson qu'il a attrapé, alors même qu'il ressent du respect pour lui, qu'il le trouve magnifique, et que même parfois il lui parle, il converse un peu avec lui quoi pendant le combat. Et voilà, c'est à chaque fois un équilibre en fait entre la beauté de la nature et la force destructrice de la même nature. Voilà, et c'est vraiment une ode en fait au courage, à la persévérance et à l'humilité aussi beaucoup. Donc voilà, pas mal de belles émotions qui sont transmises à travers ce livre. Le style d'écriture est très simple, à l'image de son personnage en fait. C'est très simple, très sobre, ça va droit au but. Il n'y a pas plein d'effets de style un peu pompeux, c'est pas plein d'emphase, etc. C'est vraiment une écriture honnête, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et moi j'ai bien accroché, j'ai vraiment bien aimé. J'ai été assez sensible au message qui a été transmis dans le roman.
notamment dans la dernière partie. Donc là bon, je peux pas trop vous expliquer pourquoi, mais j'ai trouvé que les dernières pages étaient vraiment les plus émouvantes. Et il y a comme une sorte de morale à la fin, mais qui est pas imposée de force au lecteur. On peut vraiment interpréter ça comme on veut, et du coup ça aussi c'est plutôt pas mal. Et voilà, j'ai trouvé que le message que le message du roman était assez fort, assez beau. Et du coup je pense que c'est un livre qui mérite le détour, même si au départ comme ça il peut avoir l'air un peu, comment dire, un peu ennuyeux au premier abord quand on voit que l'histoire parle uniquement d'une partie de pêche quoi. Je pense que ce serait dommage de passer à côté. Comme il est court en plus, j'ai envie de dire, même si vous aimez pas, ça durera pas longtemps quoi. Et moi en tout cas, ça a été une belle découverte. Enfin pour moi en tout cas, ça a été une belle découverte. Faut que j'apprenne à parler français dans mes vidéos, mais bon. Et voilà, une bonne expérience avec Hemingway. Donc après cela, j'ai eu ma dernière déception du mois. Et alors là, je suis vraiment très déçue parce que c'était un livre que j'aurais vraiment voulu aimer. Donc il s'agit de Caleb, tome 2, de Mireille Joundir, chez Robert Laffont R. Alors si vous me suivez depuis le début et que vous avez vu ma toute première vidéo, celle où je présentais mes romans préférés, vous savez que le premier tome de Caleb avait été un très grand coup de cœur pour moi. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 que j'avais lu à l'époque de sa sortie. Donc je crois que c'était en 2012. Et donc là ce tome 2, j'avais patienté un petit moment avant de l'acheter et finalement je l'avais acheté en septembre dernier. Excusez-moi parce qu'il y a le chat qui fait des conneries derrière, ça me fait rigoler, bref. Donc je l'avais acheté en septembre dernier, j'avais déjà essayé de le lire à ce moment-là et je l'avais mis de côté parce que j'avais pas réussi à me mettre dedans. À ce moment-là, je m'étais dit que c'était juste parce que j'étais pas dans une bonne période, donc je l'avais quand même remis dans ma palle. Et là, j'ai essayé de le ressortir et encore une fois, j'ai bloqué dès le début. Enfin, j'ai repris de là où je m'étais arrêtée la dernière fois, c'est-à-dire à la page 60, pour pas tout me retaper depuis le début et risquer de bloquer sur le même passage, quoi. Donc j'ai repris à partir de la page 60 et résultat, je suis allée jusqu'à la page 80 avant de m'arrêter. Donc en gros, j'ai lu 20 pages. Voilà. Et donc ouais, très déçue par ce tome 2. Le tome 1 était vraiment prometteur, il y avait un personnage très complexe, très ambivalent. Voilà, le personnage de Caleb m'avait vraiment beaucoup plu, c'était la force de cette saga quoi. L'histoire s'annonçait assez intéressante également. J'avais plutôt bien aimé le style de l'auteur. Et alors là, dans ce tome 2, y a rien qui est resté quoi, de ce que j'aimais. Le personnage de Caleb, enfin de ce que j'en ai lu en tout cas, parce que certes je me suis arrêtée au début, mais donc là je vous parle vraiment des 80 premières pages. Le personnage de Caleb a complètement perdu le côté charismatique que j'aimais dans le premier tome. C'est-à-dire que là en fait il garde un côté un peu bad boy, mais uniquement ça. C'est-à-dire que dans le premier tome il avait un côté assez mauvais, c'était vraiment un anti-héros. Mais en même temps il était très sensible, il avait vraiment une personnalité assez ambiguë, assez complexe qui m'avait beaucoup plu. Là j'ai trouvé qu'il tombait un peu dans la caricature, que finalement il se comportait juste un peu comme un connard j'ai envie de dire. Et voilà, il était plus du tout attachant, enfin j'ai vraiment pas eu le même effet que sur le tome 1. Concernant l'histoire, bon alors je suis pas allée très loin donc du coup je peux pas trop en dire. Mais en fait ce qui m'a bloqué dès le départ c'est que dès les toutes premières pages, on a une romance qui s'instaure entre Caleb et un autre personnage. Bon, je vais pas dire son nom pour être sûre de pas spoiler, même si je pense que c'est assez évident dès le tome 1. Donc voilà, il y a une espèce de romance qui s'instaure, donc c'est une romance un peu... ils font style, ils s'aiment pas, alors qu'en fait ils s'aiment, ils se repoussent, ils se rapprochent, bref, ça prend 3 plombes. Voilà, et c'est hyper mal amené, c'est mal exploité, c'est d'un cliché un peu affligeant. Les personnages ont aux alentours d'une vingtaine d'années, ils se comportent comme s'ils en avaient 14. Voilà, on dirait des collégiens qui se chamaillent dans une cour de récré. Donc voilà, ça m'a beaucoup énervé parce qu'en fait souvent j'ai du mal avec les sagas young adult. D'ailleurs je pense que je vais arrêter définitivement de lire du young adult parce que j'ai eu pratiquement que des déceptions avec ce genre là. Et un des grands trucs qui me gêne dans cette catégorie littéraire, c'est les espèces de petites romances complètement caricaturales, complètement inintéressantes et mal exploitées quoi. Vraiment des trucs de gamins.
Déjà que j'aime pas beaucoup les romances à la base, mais alors dans le young adult je trouve que ça atteint des sommets de n'importe quoi. Et là de voir que ça le faisait également dans Caleb, alors que le tome 1 était si prometteur et si différent justement des autres sagas young adult que j'avais eu l'occasion de lire, ça a détruit tous mes espoirs quoi pour vous dire. Donc voilà, c'était vraiment très très agaçant. Il y a des dialogues qui sont complètement insipides entre Caleb et sa petite amie entre guillemets. Ouais, vraiment ça c'était complètement raté. Et même au niveau du style d'écriture, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins bien écrit. Moins bien écrit. Je fais des liaisons. Bref, moins bien écrit, pardon. Ça va pas le matin des fois, hein, bon. Ça m'a perturbé en fait. Ouais, c'est moins bien écrit. En fait, j'ai eu l'impression que l'auteur, comme le tome 1 avait eu un peu de succès, elle s'est grouillée comme une malade d'écrire le tome 2, parce que je crois que le tome 2 est sorti vraiment pas longtemps après le tome 1. Comme si elle s'était précipitée de l'écrire, genre vite vite vite, faut que je fasse une suite pour ma saga. Et résultat, elle a fait un peu n'importe quoi, donc là je dois avouer que ça m'a laissé assez perplexe. Je comprends pas pourquoi elle a pas plus pris son temps, parce que je pense vraiment que c'est ça en fait. À mon avis, c'est un problème de précipitation, parce que je vois pas comment expliquer autrement le gros écart de qualité entre le tome 1 et le tome 2. Et en plus, je crois que le tome 3 est sorti lui-même pas très longtemps après le tome 2. Donc je sais pas ce qu'il vaut, mais bon, en tout cas je le lirai pas, c'est sûr. Voilà, j'ai eu l'impression que là l'auteur avait vraiment bâclé son travail quoi. Donc comme je le répète, c'est par rapport aux 80 premières pages que je vous dis ça. Hein. Bon, je fais un peu des généralités, mais bon, voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression que je suis pas la seule à ne pas avoir beaucoup apprécié ce tome 2. J'ai lu des commentaires assez négatifs sur internet. Donc ouais, vraiment très très déçue par cette suite qui n'est pas du tout à la hauteur du premier. Et qui fait partir en vrille une saga qui pourtant était très prometteuse. Donc voilà, c'est très dommage. Donc ça c'est le dernier livre que j'ai terminé au cours du mois d'avril. Donc comme vous le voyez, il y a eu plusieurs déceptions. C'était un peu voilà, 2 abandons et une déception. Et pour terminer ce mois, donc j'ai ma lecture en cours qui sera donc ma première lecture du mois de mai. Il s'agit de L'homme qui sait parler aux chevaux de Monty Roberts chez Pocket. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Donc ça encore, il s'agit d'une relecture. Donc comme je vous l'avais dit, j'essaye de me faire une relecture par mois. Donc Roux, c'était celle du mois de mars en fait. Et donc là, pour le mois d'avril, ce sera celui-ci. Donc ça, en fait, c'est une autobiographie de Monty Roberts, qui est un dresseur de chevaux très célèbre. Vous avez sûrement déjà croisé son nom si vous vous intéressez un peu à l'équitation ou des choses comme ça. Et donc je l'avais lu pour la première fois vers l'âge de 16 ans, je crois. J'avais trouvé ça bien intéressant. Et j'avais envie de le relire puisque, donc en fait, Monty Roberts, pour vous expliquer rapidement, c'est un peu l'un des pionniers de ce qu'on appelle maintenant l'équitation éthologique, c'est-à-dire l'équitation basée sur l'étude du comportement du cheval et une relation de compréhension et d'amitié entre l'homme et le cheval, et non pas une relation de domination, comme ça peut assez souvent être le cas dans des équitations plus classiques. Donc voilà, Monty Roberts, il a été l'un des premiers à fonder entre guillemets une équitation vraiment basée sur la compréhension de la nature profonde du cheval, quoi, on va dire. Donc il est lui-même issu d'une lignée de dresseurs de chevaux. Ses parents étaient déjà dresseurs et éleveurs de chevaux. Donc il a vraiment grandi au milieu de ces animaux. Et ensuite il a eu une grande carrière parce que ses idées ont intéressé beaucoup de gens et il est devenu très célèbre. Et voilà, il a élevé plein de chevaux, dressé plein de chevaux, bref. Et donc là ça raconte toute sa vie par rapport à ça. C'est assez intéressant, étant donné que moi-même je m'intéresse beaucoup à l'éthologie. Du coup, c'est des sujets qui m'intéressent. Le seul problème, c'est que le récit est très décousu. L'auteur n'arrête pas de changer de sujet sans vraiment de transition, donc des fois c'est un petit peu difficile de le suivre. Et il y a parfois une petite pointe d'arrogance dans son style, mais bon, généralement quand on lit des autobiographies de personnes connues, c'est rare qu'il y ait que de la modestie. Mais bon, ça à la limite, c'est pas trop flagrant, donc ça va. Et puis, je vous en reparlerai plus quand je l'aurai fini. Voilà, donc c'est tout pour les livres. Je vais passer très vite sur les films parce que sinon ça va durer 3 plombes. C'est déjà à 19 minutes. Alors au niveau des films, il y en a pas mal que je pourrais pas vous montrer, soit parce que je les ai vus à la télé ou au cinéma ou chez mes parents, bref.
Donc tout d'abord j'ai regardé, alors ça je sais plus si c'était en mars ou avril, mais je crois que je vous l'avais pas encore montré dans un bilan. Donc j'ai regardé Florence Foresti fait des sketchs à la Cigale. Donc voilà, un spectacle de Florence Foresti qui est mon humoriste favorite à ce jour, qui était très drôle. J'ai vraiment passé un super moment, comme toujours avec cette comédienne. Voilà. Ensuite j'ai regardé Les yeux jaunes des crocodiles au cinéma, donc l'adaptation du roman de Catherine Pancol qui a été une bonne surprise. J'ai vraiment bien aimé cette adaptation. Les acteurs étaient très très bien et je vous la conseille si vous avez aimé le roman et même en général d'ailleurs parce que c'est un film assez agréable, même si je pense que c'est mieux d'avoir lu le livre avant pour bien être dans l'ambiance et bien comprendre tous les ressorts de l'histoire. Ensuite à la télé j'ai vu Carrie au bal du diable de Brian De Palma, que j'ai bien aimé mais sans plus. Le roman est clairement beaucoup mieux, donc c'est adapté du roman de Stephen King, hein. Voilà, ouais, le roman est vraiment mieux. Après cette adaptation de Brian De Palma est quand même pas trop mal. J'ai passé un assez agréable moment, mais c'était pas non plus j'ai pas non plus trouvé ça extraordinaire. Ensuite j'ai vu, hop, voilà. J'ai vu Spider-Man, donc ça je vous en avais parlé dans un livre et film en vous montrant une autre jaquette chez mes parents, et donc ça c'est la nouvelle jaquette dont je vous parlais, qui est vraiment très belle je trouve, j'aime beaucoup cette image. Et Spider-Man, donc comme je vous le disais la dernière fois, c'est un film de super-héros que j'aime beaucoup. J'ai passé un très bon moment avec, je le trouve vraiment réussi, même si parfois il y a quelques facilités dans le scénario et quelques moments où c'est pas trop vraisemblable. Je trouve qu'il est quand même très réussi pour un blockbuster et c'est vraiment un film de super-héros que j'apprécie beaucoup. Après, j'ai vu Monstres et compagnie chez mes parents. Donc voilà, le Disney Pixar Monstres et compagnie qui est très connu. Voilà, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu. Qui était très sympa. Voilà, j'ai bien aimé le revoir. Je passe vraiment très vite hein, parce que sinon... ensuite j'ai également vu The Truman Show avec Jim Carrey, donc j'ai gardé ma petite feuille qui a un petit peu souffert mais bon, qui a été un bon visionnage également, que j'ai bien aimé, qui fait passer un message assez véridique par rapport à la société de consommation d'aujourd'hui, donc en même temps c'est un petit peu triste de voir à quel point c'est véridique justement. Mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment avec ce film et je le conseille. Après, toujours chez mes parents, j'ai vu encore deux films. Le premier c'était Astérix Mission Cléopâtre, une comédie française super connue avec Alain Chabat, Christian Clavier, etc. Donc bon, ça c'est un film super drôle, franchement j'adore, c'est un film absolument culte dans ma famille, Astérix Mission Cléopâtre. C'est vraiment le genre d'humour que j'aime bien. Et puis ouais, c'est vraiment génial. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille parce que c'est super drôle et on passe un très bon moment avec ce film. Pour finir chez mes parents, j'ai vu également Tarzan de Disney. Un Disney que j'avais pas beaucoup vu quand j'étais enfant, donc j'en avais peu de souvenirs. Et là j'ai été très contente de le revoir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est l'un de mes Disney préférés pour l'instant. Donc c'est dommage que je puisse pas vous le montrer, mais bon, je pense que je le rachèterai du coup de mon côté. Et ouais, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'histoire, les décors sont très beaux dans ce Disney là. La musique également m'a beaucoup plu, donc très contente de l'avoir revu. Et enfin, pour ce mois-ci, j'ai regardé Spider-Man 2. Oui, puisque j'avais acheté le 1 et le 2 ensemble en magasin. Donc ce deuxième volet qui met en scène le docteur Octopus, là, avec les espèces de bras mécaniques, donc pour ceux qui connaissent. Ce deuxième volet m'a bien plu aussi, c'était un bon moment de divertissement, mais il est quand même clairement moins réussi que le premier. Il y a beaucoup plus de clichés en fait dans ce deuxième volet. Alors c'est un peu bizarre parce que des fois je me suis demandé si c'était de la dérision de la part du réalisateur ou si c'était des maladresses parce qu'il y a beaucoup de plans qui sont tellement caricaturaux, enfin pas des plans mais des scènes quoi, des moments qui sont tellement caricaturaux que je me suis demandé si c'était fait exprès pour se moquer un petit peu des blockbusters en général. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'étais pas toujours très sûre, j'étais pas toujours très convaincue. Il y a beaucoup plus d'humour dans ce deuxième volet, mais là encore j'ai trouvé que parfois c'était un petit peu trop et que du coup le film perdait un petit peu de sa profondeur parce que
ça tombait trop dans la comédie parfois et c'était pas forcément toujours très très drôle. Et il y a beaucoup plus d'invraisemblance également, genre il y a des scènes où le héros Spider-Man tombe de la hauteur d'un immeuble, il se cogne dans les murs au passage et il arrive la tête la première sur la bagnole qui est garée en bas. Et non seulement il est toujours vivant, mais en plus il va très bien, c'est-à-dire qu'il se relève et il reprend tranquillement son chemin sans aucune blessure particulière quoi. Alors que bon, je veux bien que ce soit un super héros, mais là quand même c'était pas possible quoi que ça se passe comme ça. Donc voilà, beaucoup plus de choses où c'était vraiment pas crédible. Donc du coup j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Cependant j'ai quand même bien aimé, le méchant est assez réussi, même s'il est moins bien que celui du 1 encore une fois. Donc voilà, en gros le niveau est un petit peu en dessous du premier, mais ça reste un agréable film de divertissement. Voilà, c'est tout pour mes livres et films de ce mois d'avril. J'en suis à 25 minutes, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez eu de bonnes lectures, de bons visionnages, et je vous dis à très bientôt. Salut!